Alors on prend une série de questions. Bernard répond au fur et à mesure. Je pense aux logements gratuits. Comment seraient attribués les logements? Parce qu'évidemment, tout le monde aurait envie d'avoir les maisons avec jardin et personne les studios de 15 mètres carrés. Comment on va répartir les logements? Il n'y a pas de... Je n'ai pas de réponse, d'accord? Ce qui exprime le fait que je n'ai pas de projet, hein, je n'ai pas de système en tête. Je ne peux répondre que sur les éléments pour lesquels il y a déjà des anticipations. Et je ne connais pas bien les anticipations en matière de logement, donc je ne sais pas. Mais la question que vous posez est évidente. Mais on a quand même des anticipations aujourd'hui, c'est-à-dire que la gratuité de la santé est parfaitement compatible avec le libre choix du professionnel. Vous pouvez avoir une gratuité de la santé et le libre choix du professionnel de santé auquel vous vous adressez. La gratuité n'est pas synonyme d'obligation d'accepter un dispositif qui vous est imposé. Nous avons, avec la sécurité sociale en matière d'assurance maladie, inventé quelque chose, à mon avis, d'extrêmement intéressant, c'est-à-dire du travail indépendant financé par une socialisation de la ressource. Et il faudra d'ailleurs généraliser, parce que le salaire à vie, ça ne veut pas dire que tout le monde va avoir un contrat de travail. Le salaire à vie, ça veut dire que tout le monde va avoir un salaire. C'est-à-dire qu'enfin, nous allons être salariés. C'est-à-dire que ce qui va nous définir, c'est la qualification attachée à notre personne. Et donc, cet attachement de la qualification à la personne va permettre des trajectoires individuelles beaucoup plus souples. On sera travailleur indépendant, membre d'un collectif, fonctionnaire, tout ça sans rupture. Et enfin, c'était pas du tout votre question, mais ça me vient à l'esprit quand je dis que, mais c'est un élément de réponse qui n'épuise pas du tout l'extrême pertinence de ce que vous avez dit sur le logement. On peut socialiser une production, la production de santé, en laissant aux usagers le libre choix du producteur. Eh bien, nous pourrons socialiser et rendre gratuite le logement en organisant des formes de libre choix sur lesquelles je ne peux rien dire, d'accord? Mais en aucun cas, il ne s'agira d'affecter des logements aux personnes. Parce qu'encore une fois, tout repose sur l'enrichissement des droits politiques attachés à nos personnes. C'est vraiment décisif, ça. Si nous voulons être les maîtres collectivement de la valeur dans une optique démocratique, il faut que tout repose sur la richesse des droits politiques des personnes. D'après vous, qui aura envie de devenir chef d'entreprise si le profit n'existe plus? Chef d'entreprise, mais des chefs d'entreprise, vous allez en trouver toujours. Il y a des tas de gens qui aspirent à monter des opérations nouvelles, à constituer autour d'une équipe. La plupart des chefs d'entreprise gagnent moins de 6 000 euros par mois, au demeurant, en France, vraiment la plupart. Vous en avez une petite minorité qui, elle, peut gagner 300 ou 400 millions par an. Arnaud, ou 3 ou 4 millions, Gattaz, enfin il y a des gens qui sont plus ou moins gros, plus ou moins petits dans l'affaire, mais enfin, bon, tous ceux-là vont disparaître. Mais est-ce que vous croyez que Gattaz a une fonction de chef d'entreprise améliorée par le fait qu'il empoche 450 000 de salaire, plus 1 500 000 de dividendes? C'est un chef d'entreprise extrêmement médiocre. Est-ce que vous pensez que depuis que la SNCF est dirigée par des gens qui, jusqu'alors, gagnaient 20 000 euros par mois et qui en gagnent maintenant 150 000, est-ce que ça marche mieux? Ça marche beaucoup plus mal. Est-ce que vous croyez que les grands hommes sont la condition pour que l'institution fonctionne? Les grands hommes nous emmerdent. C'est malgré Arnaud que l'industrie du luxe existe en France. C'est pas grâce à lui. C'est malgré les salaires invraisemblables des dirigeants de la SNCF ou de la Poste
que la Poste existe, parce que dans ces entreprises-là, ils ne font que du mal pour le moment. Donc, il faut bien voir que nous allons changer le sens de l'école. Hein. L'école va être le lieu de l'apprentissage de la co-responsabilité. Parce que tous ces droits que j'énumère n'ont de valeur que parce qu'ils nous posent comme co-responsables. C'est plus il sur lequel nous n'avons pas pris, c'est nous qui décidons de ce que nous produisons. Des gens qui, jusqu'ici, éventuellement se carapatent pour exercer des responsabilités, vont le faire, parce qu'ils auront été éduqués dans ce sens de la responsabilité. Ça ne créera pas de peuple vertueux, il n'y a pas de peuple vertueux, hein, d'accord. Mais je crois aux institutions, je suis sociologue, je crois aux institutions, évidemment, je crois aux institutions qui produisent les capacités qu'elles postulent. Voyez comment, lorsqu'on institue le suffrage universel, qui n'est pas universel d'ailleurs au départ, mais qui s'exprime sous la forme de l'idée du suffrage universel, vous avez tous les bons esprits au XVIIIe siècle disent, enfin, on ne peut pas confier des perles aux pourceaux. Vous allez confier la direction de la politique du pays à des gens qui sont à peine alphabétisés, etc. Il faut fonder sur le témoignage de responsabilité et de capacité qu'ont les propriétaires, qui prouvent par leur propriété qu'ils ont su être responsables. Il faut fonder là-dessus le droit de vote. Bon. Or, le droit de vote universel, on a dit aussi, hein, c'est les radicaux, hein, jusqu'au CNR, hein, dans le projet du CNR, pour faire alliance avec les radicaux, les communistes, qui sont à l'origine du texte final du projet du CNR, qui au départ est un texte de Daniel Meyer, enfin vous avez vu tout ça dans le film magnifique Les Jours Heureux de Gilles Perret, qui sera passé ici. Rediffusé à la fin du mois, c'est Les Jours Heureux de Gilles Perret le 26 ou 28 28 octobre, notez cette date, ceux qui ne l'ont pas vu, venez de le voir. Les 20 dernières minutes sont catastrophiques, mais pour tout le reste, c'est remarquable. On va quand même pas donner le droit de vote aux femmes. Elles vont voter comme les curés. Hein, moyennant quoi les femmes votent plus à gauche que les hommes. Bon, peut-être que les curés votent à gauche, ça j'ai pas été vérifié, mais vous voyez que l'institution du suffrage universel a généré tout un tas de choses. Il a généré l'éducation civique, il a généré les partis politiques, il a généré la liberté de la presse, il a généré un certain nombre d'autres droits qui ont produit la capacité de contribuer à la vie politique de la part de gens dont les idées reçues voulaient qu'ils n'en soient pas capables. Donc je ne crois pas au peuple vertueux, mais je crois à la qualité des institutions qui vont éduquer à la co-responsabilité et générer bien sûr des chefs d'entreprise sans salaire au-delà de 6 000 €. Beaucoup d'ailleurs, faut le dire, beaucoup d'aspirations à avoir de l'argent sont des compensations médiocres de travaux sans intérêt. Hein. À partir du moment où nous allons maîtriser collectivement ce que nous faisons, la nécessité d'avoir moi j'ai des tas de gens qui me disent bah, moi de toute façon ce que je fais c'est de la merde, heureusement que j'ai un bon salaire, sinon je le ferais pas, hein. Mais à partir du moment où ce que nous faisons n'est plus de la merde parce que nous en sommes co-responsables, moi je le vois dans des domaines de très grande compétitivité et de très grande responsabilité scientifique, par exemple dans la recherche scientifique. Vous avez des gens qui emmènent des équipes de chercheurs à 5 000 € par mois. Ce n'est pas leur problème. Leur problème, c'est le résultat de ce qu'ils vont trouver.
Oui, moi j'ai une question, c'est par rapport à tous ces gauches, je comprends pas bien le salaire de 1 à 4. Du coup, je me dis on va recréer une autre classe, c'est celle des intellectuels contre celle des petites gens. Enfin bon, je me dis tant qu'à faire, faut aller jusqu'au bout, quoi. Pourquoi un salaire de 1 à 4 et est-ce que ça va entraîner les inégalités? Ben oui, c'est ce que j'ai dit d'ailleurs. Hein. Là, c'est une question, il faudrait une autre séance, hein, parce que c'est un point. Mais vous avez, heureusement, le premier entretien dans ce livre, hein, d'accord, qui affronte cette question de ce que c'est quoi la violence économique, hein. C'est quoi? Alors, ça peut avoir des formes assez bénins, hein, si je suis parent, que je conduis mes gamins à l'école, je produis rien. Si je suis assistante maternelle, je produis. C'est de la violence, mais qui est relativement bénigne. Encore qu'elle confirme les femmes dans leur rôle auprès des gamins. Enfin, c'est quand même une violence assez forte. Mais enfin, faire société, c'est pas la même chose que faire communauté, hein. Faire communauté, c'est ce que fait mon saint patron, je m'appelle Bernard. Bernard de Clairvaux, en 1100, on a fêté le 9e centenaire l'an dernier, donc en 1113, il se présente avec 40 personnes à la porte de Cîteaux. Il en a marre de la féodalité, d'accord ? Il veut travailler de ses mains, dans la frugalité, sans monnaie, sans hiérarchie, dans des échanges locaux, pour protester contre la violence de la féodalité. Il fait communauté. Résultat des courses. Un siècle plus tard, les cisterciens sont parmi les plus gros propriétaires terriens d'Europe. On n'échappe pas par décret à la violence économique. Faire société, c'est pas une addition de communautés. Les communautés sont nécessaires. Moi, je crois beaucoup aux communautés qui rappellent en permanence la violence économique et qui nous mettent en garde, enfin, etc. Moi, je crois aux communautés. En plus, je suis catholique pratiquant, donc très bien pour les monastères, hein. Ou leur forme aujourd'hui sécularisée, hein. Les celles, tous les lieux où on essaye de faire du local en travaillant de ses mains et sans monnaie, hein. Bon, c'est du monastère laïque, tout ça. Bon, moi j'y crois, hein. C'est pas le problème. Mais je n'y crois pas du tout en tant que fondateur d'une société, hein. Faire société, c'est affronter la violence économique, c'est pas la nier. Dans des logiques communautaires qui sont forcément marginales et qui soit sont marginalisées, soit qui réussissent, et là c'est fini. Faire société, c'est instituer des lieux qui gèrent la violence de la production. Et la hiérarchie des salaires, dans une société de copropriétaires ayant un salaire à vie et gérant aussi les caisses diverses, et pas simplement les entreprises, la hiérarchie des salaires va bien exprimer la violence économique, bien sûr, mais ce sera aussi le lieu de sa gestion politique. Un projet de réforme sociale qui ne prévoit pas les institutions de gestion de la violence économique est un projet irresponsable. La hiérarchie des salaires, bien sûr, qu'elle va être le lieu de la lutte de classe. La lutte de classe ne va pas disparaître avec le capitalisme. Elle va s'euphémiser. De même que la lutte de classe capitaliste euphémise la lutte de classe entre seigneurs et serfs, ou entre hommes libres et esclaves, ou entre prêtres et paysans, parce que nous sommes des égaux en droit qui échangent des équivalents. Nous avons des destins, ce que dans une société de caste on n'a pas. On est déterminé par l'accident biographique de sa naissance. Cette euphémisation de la violence que représente le capital, eh bien,
ça n'est pas sans transposer la violence ailleurs, hein, et j'ai passé mon temps ce soir à dire la violence du marché du travail, la violence du crédit, la violence de la mesure de la valeur par le temps, la violence de la propriété lucrative. Nous allons supprimer cette violence-là, oui, et ce sera une immense émancipation. Mais nous ne supprimerons pas la violence économique. Nous allons la transposer dans une institution que nous pourrons gérer politiquement, la hiérarchie des salaires. Cette hiérarchie des salaires sera gérée politiquement parce que la participation au jury fera l'objet de débats politiques, les critères feront l'objet de débats politiques, l'espace de la hiérarchie 1 à 4, 1 à 3, je ne sais pas quoi, feront l'objet d'un débat politique. Et d'un conflit irréductible, parce que de fait, ceux qui seront au 4e degré de qualification piqueront une partie de la valeur produite par ceux qui seront au premier. Quand j'étais à la fin de ma carrière à l'université, comme prof, je faisais des cours qui n'étaient pas forcément meilleurs qu'un jeune docteur en contrat doctoral. J'étais réputé produire 3 fois plus de valeur économique que lui. Donc je piquais bien une partie de la valeur qu'il produisait. Mais cette violence-là, que j'assume, peut-être parce que je suis en haut, hein, d'accord, hein, mais cette violence-là que j'assume, elle n'a rien à voir avec la violence capitaliste. Il s'agit de copropriétaires qui élisent des directions qui ne seront pas forcément ceux qui auront les plus gros salaires, c'est même pas souvent le cas en général, et donc on pourra parfaitement exercer une fonction d'autorité en étant tout à fait en bas de l'échelle des salaires. Ça n'a rien à voir avec la violence capitaliste. Mais rêver d'une société sans violence, pour moi, c'est un rêve mortifère. Parce qu'à ne pas affronter la question de la violence, à la résoudre par un coup de baguette magique, on s'expose inévitablement à la voir revenir de la pire façon. Et c'est pour ça qu'il faut que ce soit la monnaie qui gère la violence. Parce que la monnaie, c'est un instrument d'objectivation des rapports sociaux. Ceux qui pensent qu'en supprimant la monnaie, on va supprimer la violence, font une erreur complète. On trouvera d'autres institutions de la violence que la monnaie, et ce sera bien pire. Je rappelle qu'on trouve la monnaie dans les temples, et non pas sur des marchés. La monnaie, ah oui, alors vous avez les fables qu'on enseigne à l'école. Il était une fois le troc, on n'arrivait pas à échanger un bœuf contre 3 poules, donc on a inventé la monnaie. Ça, c'est de la connerie en barre, évidemment, hein, d'accord. L'origine de la monnaie, c'est l'euphémisation de la violence économique. C'est-à-dire que les paysans, ils apportent aux prêtres des bœufs, des colombes, de je sais pas quoi. Les prêtres sont censés les envoyer en encens aux dieux. Ils envoient 3-4% d'encens aux dieux, le reste ils se le gardent pour eux, bien sûr. Et cette violence économique, elle est complètement non lisible comme telle, puisqu'il n'y a pas d'institution qui l'objective. Les paysans sont pris dans la révérence à Dieu. Et c'est dans cette révérence à Dieu qu'ils sont exploités. Une façon pour eux d'objectiver leur relation aux prêtres, ça a été de dire on ne vous apporte plus une partie de notre travail. On vous apporte des pièces de monnaie. C'est comme ça aussi que le servage a été dépassé lorsque l'impôt s'est substitué à la corvée. La corvée, ça exprime une relation interpersonnelle sans médiation avec le Seigneur. L'impôt inscrit la distance. Je paye l'impôt et puis je t'emmerde. Il est clair que la monnaie libère la femme. Je ne vois pas comment les femmes se libéreraient de leur mec sans monnaie. Donc, penser que
nous allons supprimer la violence parce que nous supprimons la monnaie est une illusion absolue. Pourquoi 18 ans? Pourquoi pas d'émancipation et de liberté avant 18 ans? Donc pourquoi pas d'émancipation avant 18 ans? C'est une question ouverte. Assurément pas à la naissance, hein, parce que nous ne sommes pas dans... Comment dire? Ce n'est pas parce que nous existons que de la monnaie est générée. Parce que pour qu'il y ait de la monnaie, encore faut-il qu'elle soit générée. Hein. Il faut qu'il y ait en face de la valeur. Ce n'est pas parce que nous existons que de la monnaie est générée. C'est parce que nous produisons des valeurs d'usage qui sont par ailleurs réputées avoir de la valeur économique. Alors, pourquoi je mets 18 ans? Parce que je raisonne en termes de droit politique. Hein. Et donc, je le mets à la majorité. D'ailleurs, si la majorité est à 16 ans, c'est à 16 ans, bien sûr. Hein. Que deviendra le salaire à vie représenté par les allocations familiales qui reconnaissent donc le travail des parents? Lorsque les enfants ont fini les études, ça sera supprimé? Comment, quel sera le critère, etc. Voilà. Mais il n'y a plus d'allocation familiale. Dans une logique où nous sommes dans un salaire à vie et où le travail des parents est reconnu par du salaire. Lorsque je trouve, je l'ai éprouvé comme parent, je le constate comme grand-parent, les parents et les enfants sont insuffisamment ensemble dans la petite enfance et dans l'adolescence. Tout à fait, ça me paraît tout à fait clair. Le salaire à vie va faire que nous allons pouvoir allouer sans aucune incidence négative sur notre salaire une partie de notre temps à certaines époques de la vie des enfants, et ça peut être aussi ponctuel parce qu'un enfant peut être brutalement en situation d'échec ou je sais pas malade, etc. Bon, nous allons allouer une partie de notre temps sans que ça ait aucune incidence négative sur notre salaire puisque nous avons un salaire lié à la personne. Hein. Prenons des versions de gauche, disons, du revenu de base, hein, tel qu'on le trouve dans Utopia, par exemple, chez Gors, etc. Qu'est-ce qu'il y a de fondamentalement progressiste dans cette revendication? C'est qu'elle mène une bataille pour désolidariser l'emploi de la ressource. Hein. Cette bataille, c'est la même que celle qu'a menée le mouvement ouvrier depuis toujours. Hein, désolidariser la ressource de l'emploi. Et le capital nous a tellement formaté autour du fait que seul l'emploi mérite ressources et que tous ceux qui n'ont pas d'emploi ne peuvent avoir de ressources que parce qu'il y a une solidarité entre ceux qui ont un emploi et ceux qui n'en ont pas, d'accord? On nous a tellement bassinés avec cette thématique de la solidarité, hélas reprise par le mouvement ouvrier depuis qu'il n'est plus révolutionnaire, hein, et qui définit la sécurité sociale comme un lieu de solidarité. La sécurité sociale, c'est pas de la solidarité. Alors, prenons les cubes. Hein. Voilà un PIB capitaliste. D'accord? Un PIB capitaliste, il a du profit et du marché du travail. D'accord, oui. Nous avons donc des salariés qui vont sur un marché du travail comme demandeurs d'emploi et qui touchent un salaire lié au marché du travail. C'est pas un salaire à vie, d'accord? C'est un salaire lié au marché du travail. La valeur ajoutée se partage entre le marché du travail et le profit. Qu'est-ce que fait le mouvement ouvrier? Le mouvement ouvrier, il augmente le PIB. C'est là qu'il faut amener le carton rouge.
La cotisation sociale et l'impôt qui paye, d'accord, là nous sommes avec, c'est beaucoup plus grand que ça, hein. Là je suis en 45 quand ça démarre, hein, d'accord, hein. Aujourd'hui c'est beaucoup plus grand, hein, d'accord, c'est le tiers, hein, d'accord. La cotisation sociale qui paye les retraités, les soignants, les parents et les chômeurs. L'impôt qui paye les fonctionnaires. Ce n'est pas une ponction sur la valeur, c'est un ajout de valeur. La croissance du PIB se fait parce qu'on attribue de la valeur non seulement à ce que le capital décide d'être du travail, c'est-à-dire le travail fait dans des entreprises capitalistes qui génèrent le salaire du marché du travail et le profit. Ça et ça, d'accord, vous retrouvez le schéma, hein. Mais on commence, mais c'est une affaire qui va durer des décennies, hein. Je fais mise les siècles, hein, d'accord. Bon. On commence à attribuer de la valeur au travail, à appeler travail l'activité des retraités, à appeler travail l'activité des soignants, à appeler travail l'activité des fonctionnaires. C'est une bagarre permanente, hein. Y compris dans les jokes habituels, un fonctionnaire, est-ce que ça travaille? Il n'a pas d'employeur, bah, il ne travaille pas. Ah, s'il avait des employeurs, il se mettrait à travailler. Enfin, c'est le genre de conneries qui se racontent indéfiniment, hein, d'accord. Tellement nous sommes formatés par la pratique capitaliste du travail. Et nous sommes absolument convaincus qu'un retraité, ça ne travaille pas, c'est utile, hein. C'est comme les femmes, hein. Dès qu'il y a de la domination, il y a toujours exaltation de l'utilité sociale du dominé et déni de sa contribution à la production de valeur, puisque la domination repose sur la maîtrise par le dominant de la valeur économique. Je me répète, hein, mais parce que ce que je dis est extrêmement simple, hein. C'est aussi simple de dire les retraités travaillent que de dire les retraités ne travaillent pas, hein, d'accord? C'est vraiment aussi simple. Ce que je dis est d'une simplicité absolue. Sauf que ça heurte les idées reçues, donc ça paraît compliqué, hein, d'accord? Mais c'est très simple ce que je raconte, hein. Dès lors qu'on est passé de l'autre côté du miroir, comme disait, Jérémie, reprenant Lewis Carroll. Moi, je suis passé de l'autre côté du miroir. Alors, vous savez, les réformateurs, c'est cause toujours, vous savez. Et vous savez, quand c'est cause toujours, on est libéré. C'est-à-dire qu'on peut enfin élaborer notre propre discours. On n'est plus à la remorque de ces gens-là. On n'est plus à essayer de leur répondre. Ça ne sert à rien. Si on leur répond, on est sur leur terrain. Il s'agit de leur imposer notre terrain. C'est-à-dire de se déployer dans l'univers lexical que j'utilise. Là, on est sur notre terrain. Et c'est eux qui doivent nous répondre. Il faut arrêter de répondre à nos adversaires. Il faut leur imposer de nous répondre. C'est tout à fait autre chose. Quelle est la lecture aliénée de ça? C'est de dire « Ah mais non, ça c'est pas de la production ». En réalité, le PIB, c'est ce rectangle blanc qui va jusque-là, d'accord? Et puis celui-ci qui va jusque-là. Il n'y a de valeur que capitaliste. La valeur se traduit entre profit et salaire du marché du travail. Or, le discours absolument universel, c'est celui-là. La Sécu, les services publics, c'est de la solidarité qui a été rendue possible par un rapport de force patronale qui fait qu'on a pu piquer une partie de la valeur capitaliste sous forme de profit et qu'on a pu affecter des gains de productivité à ceux qui ne sont pas productifs. Vous voyez dans quelle roue ça nous met. Nous devenons les laudateurs des gains de productivité du travail. Cette saloperie capitaliste d'élimination du travail vivant.
Ça devient la condition pour qu'il y ait de la sécu. Il faut qu'il y ait des gains de productivité du travail. Pour que des gens qui ne travaillent pas aient des sous. C'est lourd hein, comme erreur de lecture et comme erreur stratégique. Hein. Les décroissants ont parfaitement raison lorsqu'ils se battent contre les gains de productivité du travail, quand ils font l'éloge de la lenteur. Ensuite, ils sont pris dans des apories qu'on peut discuter. Hein. Moi, je ne suis pas décroissant, mais la critique qu'ils font de la productivité capitaliste est une critique absolument fondamentale et que ne mènent pas toutes les organisations que je viens de citer. Parce que nous lisons 45 à contresens, comme un lieu où on a inventé de la solidarité en piquant sur... Et du coup, pour revenir à 45, il faut taxer le capital. Et puis il faut une révolution informationnelle qui va augmenter prodigieusement les gains de productivité. Je viens de vous résumer les propositions de mon parti. Je suis affligé, bien sûr. Hein. Mais c'est ça, nous en sommes là. Taxons le capital, révolution informationnelle. L'origine de ces erreurs stratégiques, elle est là. C'est facile. Hein. Je trouve que la proposition de revenus de base, de revenus d'émancipation, y compris dans ces formulations de gauche, c'est-à-dire 1 000 € par mois, tel que Baptiste Milondo peut le faire, par exemple, elle est très en dessous de ce qui a été conquis. Elle fait la même lecture, finalement, que tous ceux dont je viens de parler, de 45. Et elle propose que les gains de productivité du travail, le fait qu'il y a besoin de moins en moins de travail vivant pour produire la même richesse, la même valeur, pardon, ce qui est faux. Hein. On ne produit pas la même valeur, parce que c'est le travail vivant qui est la source de la valeur. On produit plus de richesse, mais moins de valeur. C'est la contradiction à laquelle se trouve le capital. On va pas, là, il faut me faire venir une autre fois pour ça, mais on ne va pas démarrer à cette heure-ci. Et on va affecter à quelque chose qui n'est plus soumis à condition, qui est inconditionnel, une partie de la productivité du travail. Finalement, le revenu émancipateur, il dépend de la bonne santé de la sphère capitaliste. On va dire, mais non, on fera des coopératives. Je t'en fous. On ne peut pas faire de coopérative si on ne supprime pas la propriété lucrative, si on ne supprime pas le marché du travail, si on ne supprime pas le crédit, si on ne supprime pas... On peut faire des coopératives de témoignage. Ou alors des coopératives qui réussissent. Le crédit agricole... je sais pas quoi. Oui. Donc, c'est comme les cisterciens, d'accord. Donc, j'ai beaucoup de respect j'ai pas beaucoup de respect pour le Crédit Agricole, cela dit, mais j'ai beaucoup de respect pour les cisterciens. Il y a une inconséquence pour moi dans le revenu d'émancipation. C'est qu'il ne s'appuie pas. Moi, j'ai quand même lu énormément de choses parmi les propositions. Hein, et encore une fois, je ne discute qu'avec les propositions progressistes. Je ne m'amuse pas à disqualifier le truc à coup de Christine Boutin. Je m'en fous. C'est pas une façon de disqualifier ça. Ces propositions, et je m'en suis déjà expliqué avec ce type tout à fait intéressant qui a préconisé la votation européenne, l'initiative européenne sur le revenu de base. Vous voyez qui c'est bon. Ah ben non, ces gens-là, non, ça c'est des salauds intégraux, là. Hein. Nous sommes, c'est la chair ouverte. Ah ben oui, non, mais ça c'est clair. C'est la chair ouverte, d'accord. La chaire ouverte, c'est pas progressiste que chaque, à l'université catholique de Louvain. Avec un type qui préconise quelque chose de fondamentalement antisyndical. Nous sommes exactement dans la même chose que la votation suisse du revenu de base.
Nous avons une longue bagarre syndicale suisse. Il faut tout transposer en Suisse, hein, bien sûr. Hein. Nous avons une longue bagarre suisse pour un SMIC à 4 000 francs. Qu'est-ce que les patrons ont trouvé comme peau de banane à glisser contre cette revendication qui tendait à devenir majoritaire? Une votation de revenu de base à 2 500 francs. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse, moi je le dis tel que. C'est une initiative anti-syndicale. J'ai été invité à l'université de Lausanne pour en débattre avec des partisans de l'un et de l'autre. C'était éclatant que la votation était une initiative anti-syndicale. Donc il faut faire très attention dans cette affaire, extrêmement attention. Le mouvement syndical est en déconfiture, je suis entièrement d'accord. Et je me mets dedans, bien sûr. Moi, je suis un syndicaliste à la FSU comme je peux, hein, bien sûr, pas plus brillant que les autres, hein, et pas plus mauvais non plus. Bon. Je suis au Parti communiste, etc. Bien. Je constate que ces organisations sont défaillantes actuellement. Mais des propositions qui se font dans l'ignorance complète de ce qu'elles ont construit et qui tournent finalement à l'antisyndicalisme, ça je ne peux pas les accepter. Donc la votation suisse, les théories du... En plus ça s'appelle le bien, ça ne s'invente pas, hein, le network qu'a inventé Van Parijs, le Basic Income Earth Mondial Network. Le bien. Le bien, on ne peut pas être contre le bien quand même, hein, d'accord. Hein. Là, nous sommes dans l'imposture intellectuelle. Et là, je serai extrêmement ferme. J'ai suffisamment travaillé la chose pour le dire avec fermeté. Autre chose, et encore une fois, une proposition qui ne s'attaque pas à la sécurité sociale, qui ne s'attaque pas aux revendications syndicales. Et je constate que celle de Milondo ne s'y attaque pas, par exemple. Celle d'Utopia ne s'y attaque pas. Donc là, on n'est pas sur le même registre. Hein. On est sur un registre de gens qui s'appuient sur des gens qui en ont absolument marre. Si vous avez le RSA, vous recevez tous les 15 jours une lettre vous disant « Attendez, vous avez touché 15 centimes de trop la semaine dernière. » C'est tout le temps, il y en a marre. Une série d'intermittents du spectacle en ont ras-le-bol d'être à devoir négocier des cachets pour arriver à 507 heures dans les 10 mois. Donc ils se disent « Mais enfin, si j'avais un truc automatique, ne fût-ce que de 1 000 euros, ce serait quand même mieux. Hein » Donc moi je les comprends. Mais quel dommage. Quel dommage qu'ils soient si peu ambitieux. Quel dommage qu'ils s'appuient si peu. Mais encore une fois, ceux qui les ont créés ne s'appuient pas dessus non plus. Donc c'est pour ça que nous sommes tous dans la panade actuellement. Hein. Mais quel dommage qu'ils s'appuient si peu sur déjà là infiniment supérieur à leur ambition de toucher 1 000 euros par mois.